Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la journée du cloud 2024 et sur le thème précisément euh, Is DevOps the fastest way to deliver application? Si le DevOps meurt, quelle est la meilleure méthode pour délivrer notre application en fait? Et moi, je suis Alex Kabé, Cloud et DevOps Engineer chez Cloudor. Et je suis avec Stéphanie, qui est Startup Success Manager, Startup chez Cloudor. Voilà. Et je tiens à préciser que cette session sera présentée. Les slides sont en anglais. Je parlerai en français et Stéphanie va par contre parler en anglais en fait. Voilà. Du coup, à la fin de la présentation de Stéphanie, je ferai peut-être un petit résumé pour que vous puissiez avoir un aperçu de, 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 de ce qu'elle a dit en anglais. Voilà. Bah, sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Bonjour. Bonjour, nice to meet you. I will be speaking in English and Alex will continue in French. So, we are talking about DevOps and the timeline of DevOps. DevOps before 2014, DevOps after 2014, and DevOps after 2024. So, before 2014, as you can see, we were still in the very beginning, the very early stages of cloud, of dev, and etc. 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 2024, we are good, we are okay, but like we're not that good yet. 2024, which is right now, we have successfully maybe killed DevOps. Maybe DevOps is dead. Is DevOps dead? Maybe, maybe not. Maybe it just died and came back as a brand new thing. So yeah, so before 2014, we had devs and we had ops. They were very separate and they were always fighting. They always had issues with each other. And the practice of that time was having two different teams, which is the devs and the ops. And the challenges of that was that because they were different, because they were very separate and they were always fighting, it took a lot of time before we could deploy any application. Hi Alex, are you back? Yes, Stéphanie. Okay, great. You can continue. OK. Et voici comment les développeurs devaient se débrouiller pour rendre le code à l'équipe Ops. L'équipe Ops devait se débrouiller à leur tour pour déployer tout ce qui est infrastructure, machine virtuelle ou bien, bref, tout ce qu'ils utilisaient en arrière-plan pour pouvoir héberger le code. Voilà. Et à des moments, ils arrivaient à ne pas forcément comprendre ce qui se passait dans le code, mais ils devraient le déployer sur la base de ce que l'équipe dev les donne comme information. Et le challenge pour cela, c'était qu'il y avait non seulement de perte de temps pour aller en production, on perdait le temps, énormément de temps parce qu'il y avait échange entre équipe dev et équipe ops et pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait pouvoir mettre en place. Et aussi, il y avait peu de mises à jour, en fait. Il y a presque jamais de mise à jour. Dès qu'il y a une mise à jour à faire, ça implique un peu comme un grand processus de modification, un peu comme un sprint, et ça impactait vraiment les développements. Et il y avait aussi une différence entre l'environnement de test et l'environnement de production, parce que l'équipe Ops devait mettre en place en fonction des données de l'environnement dev et ce n'était pas forcément les bons environnements, ce n'étaient pas les bonnes conditions de production et tout, en fait. Voilà. Du coup, c'était un peu difficile. C'est comme ça que naît le DevOps en 2013, mais qui sera plus connu à partir de 2014, en fait. Et c'est quoi le DevOps? Le DevOps, c'est le mélange entre Dev et Ops, développement et opération, en fait. Voilà. Et le DevOps, c'est un peu un poste occupé au sein d'une équipe technique. Le DevOps étant doté de la capacité, la compétence en développement, en infrastructure et en administration système, en fait. Il n'est pas le système sysadmin,
comme les autres le pensent, proprement parler, mais il intervient aussi avec au niveau de l'administration système. C'est un ensemble aussi des pratiques et d'outils ainsi qu'une philosophie culturelle en fait. Son but est d'automatiser et d'intégrer le processus entre les équipes de développement et informatique en fait. Le DevOps met surtout l'accent sur l'automatisation des équipes. Et pour ce faire, vous allez voir que là, avant, ce qui se passait, c'est qu'il y avait l'équipe dev qui devait coder, planifier, builder et tester. Et l'équipe Ops qui devait réaliser tout ce qui avait été rendu comme résultat avec l'équipe Dev, déployer et rendre, s'assurer que le produit du début jusqu'à la fin n'a pas d'erreur et rendre cela au client final en fait. Et dès lors que c'est déjà utilisé par le client final, l'Ops va se charger de monitorer, surveiller en fait ce qui se passe en environnement de production lorsque les utilisateurs finaux utilisent la solution. C'est un peu ça le DevOps aujourd'hui. Le DevOps, c'est le mélange de ce dev-là qui peut développer, builder et planifier en fait et même tester. Et cette partie Ops qui permet de réaliser, déployer et monitorer en même temps la solution. C'est le mélange de ces deux-là qui est un DevOps en fait. Voilà. Et là, vous avez un peu une vue de l'ensemble du DevOps. En- on a les étapes du DevOps et outils qui interviennent aussi à chaque étape. Lorsque le DevOps a été formalisé, est devenu formel, euh, voici ce qui avait été retenu. Minimum 8 étapes que le DevOps doit suivre. Et le DevOps doit coder. Et coder, ça commence par l'éditeur de texte, le langage, le framework que nous utilisons. Et puis, après avoir codé, bon, il y a cette étape-là de planification. On planifie, on essaie de mettre en place les différentes tâches, les next steps et tout. Il y a aussi cette partie de builder le code qui a été codé. Qui, à ce niveau, on peut utiliser les outils de CI et comme par exemple GitLab CI, Jenkins et autres, et tester le code qui a été buildé. La partie test, dès lors que c'est testé, il faut réaliser la fonctionnalité, réaliser et déployer au niveau soit peut-être de Docker, soit de Kubernetes et même, voilà, après avoir déployé, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur côté déploiement lors de l'utilisation des clients finaux et monitorer ce qui a été déployé. Voilà un peu l'ensemble des outils utilisés aussi lors de chaque étape. On a Node, Git, Docker, Amazon, AWS, Kubernetes ou bien Web Service de déploiement. On a Ansible, on a Kubernetes, on a Puppet et même GitHub. Voilà, il y en a tellement, il y a tellement d'outils aujourd'hui pour le DevOps et on ne va pas juste se limiter à ce qu'on voit sur l'écran pour dire que OK, ça se limite à là, mais ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Voilà. So yeah, so while we are in DevOps, while DevOps has reached where it is right now, there is still some pros and cons on whether DevOps is the best or not. So the first one is there are over 600 DevOps tools, which is a good thing because we have a lot of tools to choose from. We have a lot of tools to use. But the con to that, the disadvantage to that is that it's too much. It's too much to learn. It confuses the developers when you keep giving them a lot of things. Oh, you need to learn this, you need to learn that, you need to learn this, you need to learn that. It confuses the developers. The next one is automation. With DevOps now, we can automate deployment. It's very easy, it's much, much easier than it was, but it's still too complex. It's still too complex. We need to make it more simpler. We need to make it so developers can just code and focus on what they are doing and building the product, and everything else is taken care of. So devs have more time to focus on coding now compared to before 2014. Devs right now have a lot more time to focus on what they want to do, but it's still not enough because they still need to learn some tools. They need to learn this, they need to learn that, and etc. etc. Now the dev and ops are one. They are no longer two separate groups. They are now one group. But
Unfortunately, the IT teams still face really, really stressful weeks, testing new features, deploying new features, pushing new features, delivering new features. So that is the pros and the cons of DevOps. So now we are in 2024 and we'll soon be in 2025. So 2024 and beyond. At this point now, what do we have here? Because right now, a lot of people have used DevOps and they are tired of DevOps. DevOps is not good enough. It's not helping them the way it's supposed to help them. It's too long, it's too stressful, etc., etc., etc. So what do we have now? Now we have something called platform engineering. What if instead of learning, previous slide, yeah, what if instead of learning this, that, what if instead of learning Terraform, Anis, etc., 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 what if we had everything at just the touch of a button? What if we could just use, Alex, what if we could just use all the devs had to do was just use their use UI and solve every single issue they have. So now this shows the what we have right now. And while it's really helpful, we have the auth, the Prometheus for monitoring, etc., etc., etc. We have Kubernetes. All this is very helpful, but it's too much for a small company. It's too much for devs who just want to build and deploy. It is too complex. Looking at all this, before you learn GitHub, you learn Prometheus, you learn Jira, you learn Kubernetes, especially Kubernetes. Kubernetes is so hard to learn. Like it's very, very difficult. So before you learn all of that, it just gets tiring. It just gets tiring. So while we are much better than we are before, we are still too complex. Great. So let me just ask a question to the let me just ask a question to the audience. Like, which tool do you use for your CI/CD? A question to the audience: which tool do you use for your CI/CD? You can say in the chat. Which tool do you use for your CI/CD? Okay, great. Let's just continue. So here we have what is still too complex. So now we have platform engineering. And platform engineering, how it basically works is as an environment, right? All the dev needs is an environment. We have multiple environments that are on the market. We have Bunny Shared, we have etc. 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 They are all you have to do is log in, put your code, and the environment takes care of everything. Some of us use Heroku. A lot of companies use Heroku because they feel it's much easier than really stressing about having the DevOps. Because DevOps now, it's very, like I said, it's very complex and it's also very expensive. Because to be a really good DevOps engineer, to be really full DevOps engineer, you need to learn AWS. But what if the company you're going for needs Azure? You also need to learn Azure. What if you leave your company and you go to a brand new company? You still need to learn Google Cloud. And these things individually are very difficult to learn. You have to do courses, you have to take certifications, etc., etc., etc. A company that is trying to build cannot cannot stand this cost. It's too expensive for them. And if you finish learning all this and you go to a company and they tell you, oh, we want you, but we don't have the money to pay you, it doesn't make sense. It doesn't make sense. So for this platform engineering now, we have environments where the developers, as you can see here, all the developers have to do is just build. They build and they push to GitHub. Either they're using GitHub, Gitbucket, whatever they are using. They build, they push to GitHub, and they ask for an environment. They will want maybe a dev environment to test, and then when they are ready and they feel like, this is good, this is faster, they'll push it to prod. So they need dev and prod environments. Usually this was in the hands of the ops. Or sometimes the ops cannot do everything, so they would give some of it to the devs. So the devs have to do the ops work and still do their normal developing, right? But with platform engineering now, everything is much faster and much efficient. So
With this place, all the developers have to do, they just get their environments, whatever, or they just get their code and push it. The code is built, is scanned, is tested, the code is good, right? And then it's pushed to their environment, their dev environment, whether it's on AWS, on Azure, and Google Cloud, or if it's on-prem, it doesn't matter. They have the environment they need, they can test it. And when they've tested it and it's good, and they push it to prod and it's good, the customers can take it then. The customers can just take it and start using it. We don't have to spend 6 to 12 weeks, 12 really stressful weeks, trying to push something, trying to make sure it's fine. And if it's not fine, you have to start all over again and redo your work. So now I'm going to show you a demo of how this works in real life. So here we are at CNO app. Here we are at CNO app. So what does that do? How do you as a dev use the CNO app to really eliminate all these really tough parts of creating? So first thing, you just choose your Git provider. You could be using GitHub, you could be using GitLab, you could be using Bitbucket, whatever it is you're using, choose it and it will authenticate and bring all your repos. Let's choose a repo. Let's choose a repo name. Let's use Vue.js. Then choose your framework. And add your code. So this automatically creates a pipeline. And while this pipeline, this thing is pulling your code straight from your Git repository. So you just build finish on your Visual Code, on your Visual Studio, you push it to GitHub, the pipeline is being built. We can look at the pipeline being built, and that's all we have to do. We do not have to bother ourselves with troublesome pipeline builders like Jenkins, because Jenkins is also a bit tough to learn. And all these learning thresholds are eliminated. All you just have to do is build, push to GitHub, everything is taken care of, and then you push it to your customers. And that's it. So our image is still being built. Oh, our image is built. And now we deploy. So we are going to deploy dev 80. Now let's deploy. Now this part is from Docker. You need to have a Docker file. If you do not have a Docker file, you can just go to github.com/docloud and choose whatever language it is that you have: Laravel, Spring Boot, Angular, React, the Django. We are doing Vue.js. So let's choose that. And yeah, just use the Docker file. We just take that. This expose, we need this 80. That's all we need. Now let's head back. 80. And let's deploy our application. Okay, so our application is building. Okay, as you can see here, this is being deployed on Azure, but like you don't know that, you don't need to know that. That's none of your business as a dev. All you just know is I pushed my code and I want to see it. I want to see my code so I can test it. That's literally all you need to know. So now let's check our, yep, and that's just it. And you can take this and give it to any of your other devs. Oh, you know, guys, can't see what we did. Is this helpful or not? Etc. 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 I'm gonna put it in this chat so you can use it, and you can all go have a look at what we just did, what we just deployed together. So yeah, that is as easy as it is. As a dev, this is all you need to do. If you have a production environment, you will deploy in your production environment. If you know this has an issue,
and you say, okay, I don't like this. I want to deploy a new version. Maybe I made a mistake somewhere. You deploy the new, you just push it to your GitHub. You push it to your GitHub, another pipeline will run. You will come here, you see another pipeline running. Let's run the pipeline. Let's just run the dev pipeline. Let's name it v1.1. Let's run the main dev. Let's run this pipeline. So if you push it, it's just going to start building the pipeline again. And while it's building it, when you want to update your deployment, you can go to your application and click update here. It's still building, so let's wait. Let's wait till it's done. It's still building. But that's this thing. So that's the gist of it. And that's all you need to do. That's all you need to know how to do. This is much easier than doing all of this. All of this is very, very confusing. It's much easier than knowing all of this. It's too much. It's too much. What I just showed you now, in 2 minutes, you've deployed your application and okay, yeah, this is good. I like this. That's all. Let me keep building. I've seen the mistake I made in my application, or oh, there's a new feature I want to put in my application. Let me head back to Visual Code Studio and start building the new application. If there's an issue with any new application you build, because our version is live now, we can push it. If there's an issue, you can go front and show the new version. And it will automatically be available to your customers at this site. You don't have to do anything extra. If you don't like your new version, you can just roll back and go back to the old one. So this is all much, much easier. So yeah, any questions? Let's go to the section. Thank you, Stephanie. Before I take the question, I will just make a small summarize in French. Can you come back on your slide? Okay. Oui. Previews on le DevOps. Voilà. Juste pour résumer ce que Stéphanie disait, c'est que aujourd'hui on a le DevOps, c'est vrai, mais la question est de savoir si le DevOps n'est plus aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Et nous savons qu'il y a plusieurs outils. On ne peut pas faire du DevOps sans maîtriser ces outils-là, en fait. Et non seulement ça prend du temps pour apprendre à maîtriser ces outils, et aussi ça devient un peu plus complexe à les maîtriser et à les mettre en place. Du coup, c'est vrai, il y a le DevOps aujourd'hui, mais ça reste toujours assez costaud en fait. Donc la question est de savoir, OK, si on veut faciliter la vie du DevOps, ou bien le DevOps n'existe plus aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est vrai, il y a les plateformes d'ingénierie qui sont là, qui facilitent la vie, mais parmi ces plateformes-là, il y a la solution Cloudor qui vient encore vraiment faciliter la vie et voire même renforcer toute la partie DevOps, automatiser même la partie DevOps et laisser la place aux développeurs de se concentrer uniquement sur son code, en fait, pour le démo. Et pour aujourd'hui, avec Cloudor, on a besoin d'un cloud provider et du code. Et si on n'a pas de cloud provider, c'est pas grave. On a besoin juste d'avoir notre GitHub ou bien GitLab ou Bitbucket qui a notre repository. Et c'est tout, en fait. Avec la partie UI de Cloudor, on ajoute notre cloud code provider qui est GitHub, GitLab ou Bitbucket. On choisit et là, on verra la liste des repositories et on choisit la liste des repositories, la liste du repository qu'on veut déployer. Et là, il va une fois dérouler un pipeline et le pipeline aura 4 étapes. Il va d'abord check out, c'est-à-dire récupérer le code, et puis il va builder le code, il va scanner s'il y a des vulnérabilités et il va maintenant pusher l'image sur une registrie en arrière-plan. Et là, dès que c'est fait, il n'y a pas d'erreur parce qu'il peut avoir des erreurs au niveau de vulnérabilité et il va remonter les vulnérabilités pour dire il faut que vous corrigez, mais s'il n'y a pas de vulnérabilité, l'image sera pushée et en quelques clics,
vous pouvez déployer votre image. Et l'avantage aussi avec Cloudor, c'est qu'on peut aller en production rapidement, sans stress et à n'importe quelle heure de la journée, en fait. Pas besoin d'attendre la soirée, pas besoin d'attendre le week-end ou quand le trafic est interrompu ou bien est au bas niveau pour pouvoir aller en production. On va en production directement, en fait, quand l'image est buildée. Et si on constate une erreur, on ramène une ancienne version, on rollback l'image, en fait. Voilà, c'est un peu ce que Cloudor fait aujourd'hui et ça facilite et ça élimine même, en fait, toute la difficulté que rencontraient les développeurs et l'équipe Ops avant 2014 et de 2014 à 2024. Voilà, aujourd'hui, Cloudor est l'outil qui vous permet d'aller plus vite, sans stress et sans dépenser, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. We will take all your questions. Any questions? I think we have two questions. Okay. Yeah. OK. Alex, Comment l'automatisation et l'intelligence artificielle influencent-elles la pratique de DevOps? OK. Comment l'automatisation et l'intelligence artificielle influencent-elles la pratique de DevOps? Aujourd'hui, on automatise tout. Mais pour, pour automatiser, il faut avoir des inputs en fait. Et l'intelligence artificielle se base sur des notions qui existent déjà. Mais on ne peut pas, ni l'automatisation, ni l'intelligence artificielle ne peut produire un résultat de bout en bout en fait. C'est vrai, on peut utiliser ces outils d'automatisation et l'intelligence artificielle pour aller vite, mais pour ce faire, il faut aussi avoir des notions, en fait, comment l'utiliser. On ne va pas demander à une intelligence artificielle de fournir un déploiement sans lui donner des inputs, en fait. Voilà. Ou bien, on ne va pas demander à Terraform, OK, voilà, on veut déployer une infrastructure ici sans écrire le code Terraform. En fait, ces choses, l'automatisation et l'intelligence artificielle est un avantage, mais qu'à cela n'y tienne, ça ne remplace pas le DevOps qui doit fournir des inputs ou bien savoir utiliser ces outils-là, en fait. Voilà. On ne voit pas ça comme une menace parce que non, ce n'est pas une menace aujourd'hui, c'est juste un avantage, sachant bien l'utiliser, sachant bien utiliser ces outils d'automatisation et il faut savoir aussi utiliser l'intelligence artificielle à notre avantage pour aller beaucoup plus vite, en fait, dans le DevOps. Voilà. Sachant que on sait qu'aujourd'hui, le DevOps, c'est quelqu'un qui automatise et qui va vite, en fait. Voilà. OK. Les secrets de santé gérés au niveau de Cloudor. Très bonne question. Merci beaucoup, Pape Mamadou Diop. Aujourd'hui, il y a Stéphanie en présentant, elle a fait une démo. Can you come back on your code part, please, Stéphanie? Elle a présenté juste une application qui n'avait pas besoin des variables d'environnement ni des variables de build. On fait souvent par abus de langage, on mélange variables d'environnement et variables de build. Les variables de build, ce sont les variables ou bien les secrets de build. Ce sont ceux qu'on envoie par le flag -build lors de la commande Docker build, en fait. Ça, ce sont les variables de build, ce qui fait qu'on les utilise au niveau du Docker file et on a besoin de cela avant de constituer l'image, l'artefact. Mais les variables d'environnement, on n'a pas besoin forcément dans une image. On peut les passer juste en variable d'environnement et c'est fait. Et la différence entre les deux, c'est que c'est plus les serveurs, les frameworks back-end qui utilisent des variables d'environnement et les frameworks front-end utilisent les variables de build comme Angular, Next et autres, alors que Laravel, Django utilisent des variables d'environnement. Il y a une partie qui est dédiée sur Cloudor pour setter ces variables de build et les variables d'environnement. Quant au secret, c'est c'est stocké sur le cloud provider de l'utilisateur, mais il y a une partie qui est citée côté Cloudor. Can you show the environment variable part, please? Yeah. OK. Juste là, ici, au niveau du déploiement, ce sont les variables d'environnement. On peut les citer juste là en bas.
You have choose a deployment. Wait, Yes, this part? yes. Là, on peut les ajouter ici, en fait. Tout comme, can you come in the configuration part, please? Uh, no, close this modal. Share your screen. Okay, so I'm going to just, while Alex is sharing his screen, I'm going to answer a few questions. If you have any questions, because we'll soon be ending, please head over to our booth at Cloudor, or you can go to cloudor.com. .com if you want to Yes. test. Every developer, you can just create an account and start pushing your first application as a test for free. So you can head to cloudor.com and create an account at CNO app and just sign up. If you have any more questions, you can come to our booth. If you go to our booth, Cloudor, you can have all the questions. Now, someone was asking if we have any articles or links. Yes, if you head to our booth, you will see a link and a video showing you, and a tutorial video showing you how to deploy your first application. Just head to our booth, click interested, and we'll also reach out to you if you have more in-depth questions. Now, Alex can continue. OK. Ici, sur la partie configuration, on a les 3 configurations et là, on peut, ici, ce sont les variables de build qu'on ajoute et on cette clé valeur. Et là, on peut les ajouter à ces niveaux. Et quand ce qui concerne les variables d'environnement, c'est à ces niveaux, en fait, on peut les ajouter directement ici. Voilà. D'où la différence entre variable de build et variable d'environnement. Et aussi les secrets, c'est pareil, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Any other questions? Head to the question side on the side of your screen. Oh, okay. Oh, yeah, someone was asking the question, is there the ability to automate some of these deployments on Cloudor based on events in GitHub? Example, I created a new release and it deployed via Cloudor. That is very possible. And let me show you. Is there the ability? Okay, okay. If you would, yes. Yeah, so in this place, in prod, or Alex, you can share it. In this place, in prod, you can configure what is going to happen before any of your deployment is deployed. On dev, if you push to any branch named dev or develop, if you push to any branch named dev or develop, it's going to build. But for production, you might want something much more, secure. So if you push to any branch named main master or you create any tag, it's going to create a pipeline here. And when Yes. scanning your image, since this is your production, obviously, it needs to be very good. You can choose the critical level. So when scanning your image, if you choose high or medium or critical, if there's a critical issue, give me a minute. If there's a critical issue, the pipeline will stop. It will stop and you will see the error and they will tell you, oh, there is a critical issue in your this thing. We cannot deploy this. So you can Yes. choose your severity level and your security level to make sure that any application you are pushing is very good. So does that answer your question? Yes, Stephanie, if you come in the configuration part, I will just to specify something. Yeah, you can say Oui, something in French. oui, ici à ces niveaux, oui, c'est possible en fait, et c'est même le but. Aujourd'hui, en ajoutant le code, en ajoutant le repository qui existe soit sur GitHub, soit sur GitLab ou Bitbucket, vous connectez en fait le code et Cloudor écoute à partir des webhooks en arrière-plan. Donc, du coup, s'il y a tout événement, s'il y a un push sur les différentes branches qui sont listées là, alors le pipeline va se déclencher automatiquement. Si vous avez déjà utilisé GitHub Action, vous comprenez ce qu'il est. En fait, ce sont les triggers que vous avez définis côté pipeline de GitHub Action. C'est aussi ça. Ici, c'est un peu la même logique en fait. Ça écoute vos branches de main, master ou de tag. Ça, c'est par défaut ce qui est défini. Mais vous pouvez ajouter une nouvelle branche ou bien vous pouvez modifier et supprimer même la branche main à ce niveau. Ça dépend de vous. Mais par défaut, la production écoute sur main, la dev écoute sur dev et la pré-prod écoute sur les releases ou les hotfix. Voilà. Et dès lors qu'il y a un push, un commit sur ces branches-là, il va lancer le pipeline et il va builder une nouvelle image en fonction du code qui existe actuellement, en fait. Voilà.
Yeah. And if you have your own branch that has a different name and you want to create in a configuration that anytime I push to a branch named Stephanie, it should create a pipeline. You can just do that here, add new configuration. Choose the name of your branch, give it the name you want, sorry, put the name of your branch here. Let's say Steph. There's no branch named Stephanie, so we can't do that. We can't do that. So let's put it here and then create your configuration. And that's how easy it is. So if you want to test it out, you can head to cno.app and just get started. If you head to the booths, you can ask us any questions. And if someone has a question, yeah, Alex, can you take this question? I would like to know if I would like to know the response to the question, is DevOps dead? Well, that is a very good question. DevOps is not dead. It's not dead. It's not dead. What DevOps did, DevOps grew. DevOps is now better than it was before. So DevOps is very big and it's now in the form of platform engineering and internal developer platforms. You can still be a DevOps. You can still be a DevOps engineer and you are still going to do really fine. But now there is an easier solution. And there are things you can do to make things much, much easier. And the better deployment for application is, yes, platform engineering is better because, like I said, it's easier. Everything is at the touch of a button. You don't have to learn this, that. Just code and do it very well and build your product and give it to your customers. And if your customers love it, they'll say, "Oh, I love this product. I'm going to use this product." And you build a company and you make money. It's that easy. So great. I'm going to put anything in the chat. Yeah, you can take the survey. That will be very helpful. And like I said, you can head to our booth and ask us any questions, or you can go to cloud. Uh, yes, we have another question again. Oh, okay. Et la meilleure façon de déployer rapidement les applications est de faire du platform engineering. Non, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est pour vous permettre d'aller plus rapidement. Aujourd'hui, pour déployer, il y a plusieurs façons. La meilleure, ça peut être manuel, mais ça dépend de votre use case. Mais actuellement, d'après les, bon, les études, on va dire ça comme ça, et d'après ce qui est fait pour aller plus vite, c'est la plateforme engineering. C'est la meilleure façon. Mais sinon, vous pouvez décider, OK, bah voilà, pour vous, votre meilleure manière, c'est le déploiement manuel. Mais sinon, ce qui est plus utilisé, ce sont les plateformes d'engineering aujourd'hui, en fait. Mais il n'y a pas une documentation officielle qui va dire, OK, voici la meilleure manière. Non, il n'y a pas une documentation officielle. Nous, on va juste se baser sur ce qui est fait et ce qui nous permet d'aller rapidement sur tous les use cases et dire, OK, sur la base des 75 sondages, on voit que c'est les plateformes d'engineering. Alors, on dira que oui, la meilleure manière sur ces données-là, c'est le platform engineering. Voilà. Du coup, je ne sais pas si ça répond à la question ou pas. Are there new tools or platforms that are redefining how we approach DevOps? Are there new tools or platforms that are redefining how we approach DevOps? Bon, pour répondre à la question, je ne sais pas si on parle de Cloudor ou c'est une question ouverte. Mais sinon, Cloudor, c'est une solution qui vous permet d'aller plus rapidement, qui permet de faire d'être focus sur votre code. En tout cas, en tant que développeur, vous êtes focus sur votre code et en tant que DevOps, ça vous facilite facilite le métier en fait de DevOps. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais le temps est bientôt fini. Mais vous pourrez toujours envoyer les questions et on pourra les répondre en fait. Voilà. Yeah, if you have any questions, you can message me. You can just click my name and message me on Airmeet, and we can talk about it after this meeting. And I think Edric said, yeah, platform engineering is really good for startups because it can help you save a lot of money. It can help you save a lot of money, a lot of time, and focus on just building whatever it is you want to build. So, any more questions, you can just message me privately,
or you can message me on LinkedIn or on Twitter. Let me show you my Twitter account. I'm fine with anyone, LinkedIn or Twitter. Or you can just send me a listing on LinkedIn. You can just send me a connection request on LinkedIn. Pa, 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 pa. Oh, yeah, this is my Twitter at Tiffany08. Or just head to the booth and ask any questions and we'll reach out to you. Okay, thank you very much, Stéphanie. Thank you, Alex. We are running out of time. Merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas à contacter Stéphanie en direct et Alex, à la rajouter sur les réseaux sociaux aussi, pour en savoir beaucoup plus sur Cloudor. On était absolument ravis de vous avoir aujourd'hui et puis on vous dit à la session suivante. Thank you, Stéphanie. Thank you, Alex. Thank you. Thank you. Have a nice day, everyone, and have a great event. This event is really good, really helpful, and I met a lot of really nice Au revoir. people. Au revoir.